RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote comprendre et surtout, gardez l'écoute. Bonjour à tous, Radio Fréquence Caraïbes vous présente Moun qui fait l'Europe sur les fréquences 89.5 et 106.6 ou sur www.rfc.com.fr, une émission 100% locale et 100% européenne. Je m'appelle Pauline, je représente le Centre Europe Direct et je vais vous présenter une émission sur l'Union Européenne, la polycrise et les défis pour une réunification. Chaque époque est marquée par ces défis. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, l'union des pays européens, a été la solution à un défi. Mettre fin au conflit après 2 guerres mondiales ayant démarré sur le sol européen. La solution a été l'unification de l'Europe, la réunification à travers les liens géographiques mais aussi historiques. La paix et la diplomatie, la création d'une communauté européenne a été la solution à une crise qu'avaient été les 2 guerres mondiales. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de mettre fin à un conflit armé mondial. La crise que connaît l'Union européenne est en réalité composée de multiples crises que connaissent chacun de ses pays membres. La question est donc de savoir si l'Union européenne est la solution pour gérer ce qu'on appelle aujourd'hui la polycrise, si l'Union est la solution aux difficultés et aux défis qui s'imposent aux États membres. L'Union européenne a connu de nombreuses crises ces dernières années et on a pu parler de polycrise. Ce concept de polycrise, emprunté à Edgar Morin, sociologue et philosophe français qui a théorisé la pensée complexe pour caractériser la situation où se trouve désormais l'Europe. Depuis plusieurs années, l'Union doit se relever, crise après crise, qui ont eu des origines différentes mais qui au final interagissent les unes avec les autres. L'ensemble finit par produire un choc qui fait que l'Union européenne doit prendre des mesures pour remédier à cette polycrise toujours plus présente. L'interconnexion des problèmes actuels plonge le monde dans des insécurités d'autant plus grandes que les crises se répandent à grande vitesse entre les domaines et espaces géographiques. Cette polycrise comprend donc plusieurs crises qu'a connues l'Union européenne. La crise sanitaire, la crise migratoire, la crise climatique, la crise ukrainienne sont les principales manifestations de cette polycrise. Elle a des conséquences terribles. Il est plus facile de gérer une crise puis une autre. Le fait que ces nombreuses crises ont lieu en même temps ou en peu de temps rend beaucoup plus difficile le traitement de tout à la fois. Puis, dans les années 1970, une crise était souvent vue d'une façon, cause unique, remède unique. Mais ce qui rend les dernières crises que connaît l'Union européenne si complexes, c'est que face à elles, on ne peut plus pointer une cause unique et donc une solution simple. De plus, cette polycrise a des conséquences notables et amène de nouveaux défis. Les conséquences de cette crise ont entraîné des blocages institutionnels, l'émergence de courants populistes, voire, comme en a témoigné le Brexit, une menace pour l'existence même de l'Union européenne qui a formé un ensemble particulièrement tendu. Ces crises sont connectées et forment un tout qui mérite une réponse commune. Le think tank New Pact for Europe a démontré ainsi qu'il apparaît ci-dessous que les défis ne pouvaient être traités que par une action commune en vertu de ce caractère éminemment imbriqué. Depuis le début des années 2000, l'Union traverse cette polycrise composée de base d'un éventail de crises interdépendantes. Elle pourrait créer un effet boule de neige, mais au contraire, aucune d'elles ne se déroule dans le vide. Ces multiples crises s'aggravent et se renforcent mutuellement. Les États demandent alors l'aide de l'Union européenne. La solution aux différentes menaces auxquelles l'Union doit se confronter, entre des conflits armés au changement climatique, ne se trouve en reprenant le contrôle, comme le promettent les leaders populistes, mais en cherchant ensemble, en surmontant une crise avec de nouveaux moyens, de nouveaux outils, en apprenant à contrôler ce qui ne l'est encore. La polycrise européenne s'est traduite, entre autres, par une interrogation de ce que représentait même l'Union, mais elle a dans certaines crises prouvé qu'elle était indispensable. La crise migratoire de 2015 a été la première grosse crise qu'a connue l'Union. Certains juristes réfutent le terme de crise. Ce terme est associé à un afflux de réfugiés et de migrants sans précédent entre 2015 et 2016. C'est le caractère inédit et historique qui fait que les médias ont parlé de crise. En tout, plus d'1 million de personnes sont arrivées dans l'Union européenne fuyant la guerre en Syrie. En effet, un grand nombre de personnes ayant besoin d'une protection internationale viennent dans l'Union pour y demander l'asile. Cette protection, le statut de réfugié, est accordée aux personnes qui fuient leur pays d'origine et ne peuvent y retourner pour plusieurs raisons. Une crainte fondée de persécution, un risque de subir des préjudices graves. Ces personnes viennent vers l'Union européenne et ses pays membres au vu de voir leurs droits et libertés respectés, l'Union et ses États membres prônant la démocratie et l'état de droit et se doivent normalement de respecter ces deux notions indissociables. Ils sont alors vus comme des États sûrs. L'Union a une obligation légale et morale de protéger les personnes en danger et il incombe aux États membres d'examiner les demandes d'asile et d'accorder ou non la protection aux demandeurs.
Ces arrivées n'étaient pas en soi inattendues comme certains médias l'ont sous-entendu. Les conflits depuis le début du siècle se multiplient. La guerre en Syrie durait déjà depuis plusieurs années. Des régimes autoritaires ont pris le pouvoir en Éthiopie et en Érythrée. Certains pays ont connu des effondrements de l'État tels que la Somalie. Le chaos libyen a secoué le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Des conflits armés voyaient le jour avec des interventions militaires occidentales telles qu'en Irak ou en Afghanistan. Frontex, l'agent de garde-côte de l'Union européenne, prévenait déjà depuis plusieurs mois les déstabilisations politiques, certaines générées par les interventions d'États européens qui pousseraient à l'exil de nombreuses personnes. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, constate déjà en 2012 que beaucoup de Syriens fuient le conflit armé en immigrant dans des pays voisins. L'appel du HCR et de Frontex envers l'Union européenne pour se préparer à assurer l'accès aux procédures de demande d'asile et offrir un soutien mutuel entre les États membres est resté sans réponse. Cet afflux a permis de mettre en avant le manque de solidarité et les limites de chacun des États membres. Quel a donc été le rôle de l'Union, sachant qu'elle sortait de son domaine de compétences ? Elle a adopté une série de mesures face à cette crise, suite aux demandes des États membres qui se sont retrouvés submergés. L'Union européenne s'efforce de remédier aux causes profondes de la crise et accroît son aide humanitaire. Des mesures sont prises pour relocaliser les demandes d'asile qui se trouvaient en Europe, pour réinstaller des personnes vulnérables se trouvant dans des pays voisins ou pour envoyer les personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'obtention du droit d'asile. L'Union européenne renforce la sécurité à ses frontières, elle lutte contre le trafic de migrants et offre aux personnes des voies sûres d'entrée légale dans l'Union. Il a été adopté suite à la crise migratoire, le pacte européen sur la migration et l'asile en mai 2024. Ce texte va permettre de réformer la politique migratoire de l'Union européenne qui s'est révélée inefficace en cas d'afflux conséquent. Le nouveau pacte propose de remédier aux nombreuses failles de la politique d'asile européenne en renforçant les contrôles aux frontières, notamment pour dissuader les volontaires au départ en organisant la gestion de l'asile, notamment lors de situations de crise. À savoir si ce pacte sera la solution à la crise migratoire, il est certain que l'intervention de l'Union a été ici nécessaire et demandée par les États membres lors de la crise. Ce qui a été le plus marquant a été le manque de solidarité entre les États membres. Le pacte prévoit en ce sens un mécanisme de solidarité et un fonds de solidarité. Il est ici difficile de trouver une solution viable pour l'Union européenne entre l'état de droit qu'elle chérit, entre les différentes volontés et souverainetés des États membres et la montée de l'extrême droite qui a été une conséquence de la crise migratoire. Les migrants et réfugiés doivent voir leurs droits et libertés respectés et cela correspond à ce que l'Union véhicule depuis l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il est difficile pour l'Union européenne de respecter les valeurs qu'elle promet tout en respectant chaque souhait de chaque État membre sur une question de souveraineté. Ce qui découle de la crise migratoire est un nouveau défi pour l'Union européenne. Elle a adopté des règlements, le pacte et d'autres textes en conciliant les avis de chaque État membre. Mais il est impératif d'adopter une approche inclusive et globale pour élaborer des solutions efficaces. Quelques pistes peuvent néanmoins être abordées: investir dans la prévention de conflits, la promotion de la justice sociale et des droits de l'homme, renforcer la coopération internationale et promouvoir surtout l'intégration et l'inclusion en investissant dans l'éducation et la formation professionnelle. La crise migratoire a fortement ébranlé les fondations de l'Union européenne. Elle a dû trouver un équilibre entre maintien des prérogatives des États et renforcement de la coordination européenne pour l'adaptation au monde d'après. Une autre crise a suivi de peu et permet aussi de chercher cet équilibre, la crise sanitaire. Apparu fin 2019 à Wuhan en Chine, le nouveau virus, appelé coronavirus ou Covid-19, a provoqué une crise sanitaire européenne mais aussi mondiale aux répercussions économiques et sociales désastreuses. Tous les États ont été touchés, notamment les États membres, et l'Union européenne a mis en œuvre des réponses coordonnées. La Chine déclare le premier cas de Covid fin décembre 2019 à l'OMS et le virus se propage très vite en Asie, puis en janvier 2020 arrivent les premiers cas européens. Le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation de pandémie mondiale. Le 17 mars, l'Union européenne ferme ses frontières et le 19, la Banque centrale européenne lance un programme de 750 milliards d'euros pour venir en aide aux États. Le 9 avril 2020, un plan de soutien européen est discuté. Le 13 mai, la Commission européenne présente une série de recommandations pour la réouverture des frontières intérieures de l'espace Schengen. Le 21 juillet 2020, les 27 États membres adoptent le plan de relance européen. D'après les traités et l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci n'a qu'une compétence d'appui en matière de santé et une compétence partagée sur les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, incluant la prévention, la recherche, la certification et les autorisations de mise sur le marché. C'est pour ce dernier cas le rôle de l'Agence européenne des médicaments. Comme pour la crise migratoire, l'Union européenne et ses États membres auraient pu mieux anticiper la crise sanitaire. Beaucoup avaient prédit qu'une épidémie mondiale surviendrait, mais cependant, nul ne pouvait imaginer la forme ou les conséquences que cette épidémie aurait. Lorsque la pandémie a éclaté, les États ont dû, dans la rapidité, y répondre sur le plan sanitaire, avec des mesures de confinement dès mars et en mobilisant les services hospitaliers. L'Union européenne a cependant été un cadre de coordination et même d'action sanitaire. Dès le 28 janvier, le mécanisme européen de protection civile a été mis en route pour rapatrier les Européens bloqués à l'étranger par les différentes quarantaines.
L'Union européenne ne s'est substituée aux États dans leur organisation médicale et dans les mesures de confinement et de déconfinement. Cela s'est décidé au fur et à mesure de la pandémie dans le cadre national selon les critères nationaux. L'Union européenne n'a pas de compétences dans le domaine. Mais elle n'est pas restée inerte. Elle a assuré une assistance médicale à des États membres pour faire face aux urgences sanitaires. L'Union européenne a passé des commandes d'équipements médicaux, masques, gants, équipements de protection, médicaments, qui ont permis de pallier les déficits matériels auxquels ont pu faire les services de santé. La Commission a veillé à ce que l'état d'exception créé par le retour des contrôles aux frontières soit encadré et ne détruise pas le fonctionnement du marché intérieur. La libre circulation des marchandises a été maintenue et les chauffeurs routiers ont bénéficié de voies vertes pour qu'ils puissent franchir les frontières. L'espace Schengen a été suspendu, mais pas aboli pendant la crise sanitaire. C'est la Commission européenne qui a, en janvier 2021, adopté un certificat numérique ou passeport sanitaire européen permettant aux personnes récemment infectées ou vaccinées de circuler librement. L'Union européenne a joué un rôle essentiel dans la vaccination, permettant à de petits pays de l'Union européenne de bénéficier d'approvisionnement européen. L'Union a aussi fermement défendu les principes de multilatéralisme et de solidarité. Elle a contribué à lancer avec l'OMS l'initiative Access to Covid Tools Accelerator pour permettre une réponse multilatérale à la pandémie. Ces actions et celles des États membres ont permis de gérer et de traverser la pandémie en limitant les conséquences sanitaires. Aucun État membre n'a échappé à la pandémie, mais l'Union européenne a permis, même s'il n'y avait pas une politique sanitaire européenne en soi, de coordonner les réponses des États membres. Le Covid a été une pandémie, mais elle a aussi été un choc économique par les mesures de confinement. La réponse européenne a été d'activer des aides. La clause générale d'exemption du pacte de stabilité budgétaire, qui limite les déficits budgétaires et l'endettement des États, a été activée. Les États ont pu venir au secours de leurs économies, financer des mesures de chômage partiel et aider les entreprises en difficulté. La crise sanitaire aurait pu dégénérer en crise financière, comme en 2010 avec la crise de la zone euro, et il ne faut pas négliger les impacts qu'elle a eu sur les États, même encore aujourd'hui. Les États ont été fragilisés et endettés, les aides de l'Union européenne ont tout de même permis d'amortir le choc. La France et l'Allemagne ont proposé le 18 mai un plan de relance encore plus audacieux, le plan de relance européen de 750 milliards d'euros pour la période 2021-2023. Les différentes mesures qu'a prises l'Union européenne apparaissent comme un succès. L'Union a apporté une réponse monétaire, financière et budgétaire à la hauteur de la crise. L'Union a accompli des pas nouveaux dans son intégration économique, budgétaire et monétaire. Et l'Union a fait preuve de solidarité vis-à-vis des États les plus fragiles. Le Covid a accéléré et révélé les profondes évolutions de ce monde, et dans cette crise, l'Union a été réactive en apportant rapidement des réponses concrètes. Une des transitions de l'Union qui ont suivi la crise sanitaire a été la transition numérique, en accélérant le recours au télétravail et aux outils numériques. Il a été notamment décidé qu'au moins 20% des dépenses du plan de relance seront pour la transition numérique. L'Union européenne a répondu en appuyant les États à la crise par un mélange d'actions d'urgence et de profondes transformations. L'Union, contrairement à la crise migratoire, a lors de cette crise montré sa grande résilience. Là où elle a manqué de réactivité lors de la crise migratoire, en laissant les États membres jouer leur partie, elle s'est affirmée et a protégé l'espace de libre circulation comme espace monétaire intégré, comme espace de solidarité, comme cadre de coopération capable de développer des actions communes, y compris dans le domaine de la santé. L'Union a démontré sa véritable puissance structurelle pendant cette crise. Carl Schmitt nous rappelle que l'état d'exception révèle avec la plus grande clarté l'essence de l'autorité de l'État. Ici, l'état d'exception a permis de révéler l'Union européenne comme nécessaire aux États pendant certaines crises. L'Union a su, malgré aussi de fausses notes, être une force pour les États membres. Malgré cette épreuve sanitaire, a mis en lumière aussi certains dysfonctionnements, notamment de coordination entre États membres, et l'intégration ici a pu être questionnée. L'Union, malgré sa réactivité pendant cette crise, est et reste aujourd'hui une collection de réalités nationales. Mais la pandémie mondiale qu'a été le Covid-19 a eu d'autres conséquences qui ont permis de révéler une autre crise, la crise écologique. Outre la mise en cause de la chauve-souris et du pangolin dans les origines de la pandémie, il a fallu aussi abattre des élevages entiers de vision soupçonnés de transmettre le virus, et de nombreux animaux ont été abandonnés. L'Union, en réponse, a accéléré ses efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. L'Union aujourd'hui lutte par ce qu'on peut qualifier de crise environnementale. Les changements climatiques sont la grande crise de notre époque et se produisent à un rythme toujours plus effréné. De plus, aucun endroit sur Terre n'est à l'abri des conséquences dévastatrices de la crise climatique. Des milliards de tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère chaque année en raison de la production de charbon, de pétrole et de gaz, et 2024 a été enregistré comme l'année de tous les records au niveau des hausses de température. Les hausses de température sont directement à l'origine de la dégradation de l'environnement, des catastrophes naturelles, des conditions météorologiques extrêmes, de l'insécurité alimentaire et hybride, des perturbations économiques, des conflits et du terrorisme. Le niveau de mer monte, l'Antarctique fond, les récifs coralliens se meurent, les océans s'acidifient et les forêts brûlent.
De toute évidence, on ne peut pas se contenter du statu quo. Le coût infini des changements climatiques augmente de manière irréversible. La question environnementale ne date pas d'hier et l'Union européenne a progressivement gagné en compétences dans ce domaine face à la dégradation de l'environnement et avec la prise de conscience des conséquences que ces dommages entraînent. Le premier texte européen sur l'environnement date de 1979, en la directive Oiseaux, et représente la première pierre à l'édifice de la politique européenne de l'environnement. L'acte unique européen de 1986 prévoit une compétence spécifique de l'Union sur le plan environnemental et cette politique entre ensuite dans le domaine de la procédure législative ordinaire avec le traité de Maastricht de 1992. Une autre étape importante est le traité d'Amsterdam en 1997 qui reconnaît le principe de développement durable tel que le définit le rapport Brundtland de 1987 et est ensuite précisé au sommet de la Terre de Rio en 1992. Aujourd'hui, la politique européenne de l'environnement se fonde sur plusieurs articles. Le 11, le 191 et le 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment l'intégration de la protection de l'environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l'Union. De plus, l'Union européenne a ratifié de nombreux traités internationaux tels que l'accord de Paris de 2016, mais aussi la Convention sur la diversité biologique de 1992 signée à Rio. L'Union a aussi un programme d'action pour l'environnement étalé de 2021 à 2030 avec plusieurs objectifs, parmi lesquels la recherche d'une pollution zéro, une économie plus écologique et consciente, une réduction rapide des gaz à effet de serre. L'Union européenne a aussi deux directives qui sont au cœur de l'action environnementale européenne, la directive Oiseaux et la directive Habitat de 1992. Mais il y a aussi le pacte vert. Les Européens ont décidé d'être les mieux-disants dans la lutte climatique et ont utilisé l'Union européenne et les institutions pour se fixer des objectifs ambitieux pour parvenir à la neutralité climatique d'ici 2050. Le pacte vert a fait l'objet d'un très fort lobbying des organisations non gouvernementales et d'un engouement spontané et vibrant de la part des gouvernements nationaux. L'Union consacre plus de 30% de son budget total, c'est-à-dire 356 milliards d'euros, à la défense de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique, sans compter le plan de relance d'après-Covid de 750 milliards d'euros, dont 37% sont consacrés au climat. Les principes fondamentaux qui sous-tendent l'action européenne sont le principe de précaution, mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de prévention, qui se retrouve dans l'acte unique européen, le principe de correction de la pollution à la source et le principe du pollueur-payeur, intégré dans l'acte unique européen. S'ajoute un nouveau principe dans le budget pluriannuel 2021-2027, celui du « do not harm ». L'Union a ici un rôle à jouer qui est primordial. Vu qu'elle a une compétence en matière d'environnement, cela permet de faire respecter les textes européens aux différents États membres. Elle a une certaine autorité sur les États membres qui peut permettre de faire avancer la cause climatique et de lutter contre la crise au niveau de l'Europe tout entière avec une coopération étatique et une harmonisation des normes nationales. Il est difficile de savoir si les États européens avanceraient aussi vite sans l'appui et les directions de l'Union. Mais il est certain que l'Union permet de faire avancer la cause et de trouver des solutions communes à la crise qui n'existeraient pas sans elle. Elle a atteint un niveau structurel de puissance géopolitique qu'elle peut faire évoluer les choses. Il est difficile de dire quelle est la solution à la crise climatique qui touche l'Europe, mais pas seulement, mais elle peut être une partie du moins de la solution. Mais surtout, la crise la plus choquante pour l'Union européenne a été la guerre en Ukraine. Les bases de l'Union européenne, son fondement, sa création était d'éviter une nouvelle guerre sur le continent européen. L'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 a bouleversé les fondements de l'Union européenne, mais aussi les relations internationales. En réponse à l'agression russe de l'Ukraine, les Européens ont immédiatement adopté des sanctions sévères contre la Russie avec le gel de 300 milliards d'avoirs de la Banque centrale russe par le G7, la décision de saisir les biens russes sur le territoire de l'Union. 13 trains de sanctions ont été adoptés et les intérêts des fonds russes gelés seront vraisemblablement transférés à l'Ukraine. Ces mesures ont un fort impact sur le commerce et l'économie russe. Elles ont permis aux Européens de se libérer spectaculairement en quelques mois de leur dépendance envers les fournitures d'énergie en provenance de la Russie. De plus, les États membres sont remboursés d'une part importante par l'Union européenne des équipements militaires qu'ils livrent à l'Ukraine. L'Union européenne a financé la fourniture d'1 million de munitions à l'Ukraine à concurrence de 500 millions d'euros. À ce jour, l'aide européenne pour l'Ukraine s'élève à plus de 88 milliards d'euros, dont 28 pour les équipements militaires. Nul n'aurait pu imaginer un tel engagement des États membres et des institutions communes pour faire face à ce conflit. Et nul ne doute qu'en cas de défaillance américaine dans le soutien à l'Ukraine, l'Union européenne n'accroisse son aide. Un tournant majeur a été pris qui témoigne d'un réel changement dans la prise en compte de la situation géopolitique. Les Européens promettent d'être encore au rendez-vous en 2025 aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. Mais un nouveau défi fait face à l'Union européenne, l'investiture de Trump le 20 janvier dernier. Face à un Trump impérialiste qui a promis la fin du conflit en 24 heures et à une Russie de plus en plus agressive, l'Union européenne pourrait être mise sur le banc de touche. La question à se poser pour l'Union est comment s'orienter dans cette crise. L'avenir de l'Ukraine demeure cette année la question la plus importante pour la défense européenne, qu'il s'agisse de questions très
concrètes comme le soutien militaire que peuvent fournir les Européens ou de questions plus structurelles comme l'avenir de l'ordre de sécurité européen. L'enjeu est crucial pour le continent, bientôt 3 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les 27 et leurs voisins, comme le Royaume-Uni et la Norvège, savent que la sécurité européenne passe plus que jamais par l'Ukraine. Une Ukraine au minimum stabilisée, sinon victorieuse de la Russie sur l'ensemble de son territoire, du moins libre et démocratique, arrimée de près ou de loin à l'Union européenne et de l'OTAN. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment différents points de vue si un deal doit être conclu. L'Ukraine est militairement en position de faiblesse mais a tenu le coup. L'Ukraine et son président ne voudraient pas voir une seule partie de leur territoire offert aux Russes. La Russie veut une défaite de l'Ukraine et garder le Donbass et la Crimée, en plus de la parole de l'Ukraine de ne pas adhérer ni à l'Union ni à l'OTAN. Il n'y a à ce jour aucun signe de volonté de faire des compromis d'une partie ou de l'autre. Pour l'OTAN, c'est Joe Biden qui a soutenu l'alliance militaire pour protéger l'Ukraine et les États-Unis ont été le plus gros donneur. Cela va sans doute changer sous Trump. L'OTAN soutiendra tout de même l'Ukraine sans l'aide des États-Unis et souhaite l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et les États-Unis de Trump, eux, souhaitent mettre fin au conflit rapidement tout en figurant comme ceux qui ont mis fin à la guerre. Mais Poutine a juré d'imposer une défaite écrasante à l'Ukraine, à l'OTAN et aux États-Unis. Mais Trump ne voudra pas apparaître comme le grand perdant de cette guerre. L'Union se retrouve donc entre la volonté de Trump et celle de Poutine, où elle semble au second plan, non consultée. Celle-ci a pourtant un rôle majeur à jouer, en plus de financer et d'aider l'Ukraine. L'Union a été construite dans le but d'éviter une nouvelle guerre en Europe. Elle a failli à cette mission. Car l'Union est devenue plus qu'une simple vision de paix, elle a une dimension économique qui existe depuis le commencement et qui a finalement et toujours pris plus de place que la dimension paix et liberté. La crise ukrainienne apporte un nouveau défi, une nouvelle thématique pour l'Union, la défense de ses frontières, la défense des États membres. Tant que la guerre ukrainienne dure, la sécurité européenne est menacée. À moyen et long terme, une meilleure coopération européenne en matière d'industrie et la défense semble néanmoins inévitable étant donné les contraintes budgétaires des États et les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés. De nouveaux empires rêvent de se partager le continent et l'Europe doit faire face à cette nouvelle réalité. Lors des règlements des crises des nations européennes et l'avènement de cette polycrise, l'Union européenne s'est imposée comme un élément indispensable pour les gouvernements nationaux qui se sont tournés vers elle. Le meilleur exemple est la crise sanitaire et la relance économique via des emprunts communs qui ont démontré la pertinence du niveau européen. Mais l'Union européenne traverse toujours plus de défis, certes économiques, mais aujourd'hui surtout des défis géopolitiques. L'Union se retrouve aujourd'hui coincée entre des volontés impérialistes de Trump et de Poutine et son système basé sur la rigueur et la discipline démontre ses limites, comme pendant la crise migratoire. S'agissant de la politique de sécurité au sens le plus large du terme, ils devraient et devront aller plus loin, plus vite, dans des mesures efficaces pour affronter les menaces russes sur les territoires européens et les grands défis mondiaux, qu'ils le veuillent ou non. Aujourd'hui, l'Union a principalement 4 défis. Le défi démocratique, améliorer la perception des politiques publiques, reconnecter le citoyen à la politique et surtout à s'intéresser à la politique. Le décrochage économique face à la Chine et aux États-Unis, au vu en plus de l'arrivée de Trump au pouvoir qui menace les relations commerciales avec l'Union européenne. La problématique sécuritaire dans le sens de la défense face au retour de la guerre sur le continent européen. Et la problématique quasi philosophique qui taraude les Européens. L'Union préfère la réglementation avec des processus toujours plus longs. Avant de réguler, il faut imaginer, fabriquer, produire. L'Union a besoin de nouveaux moyens, de nouvelles politiques qui apprennent du passé en prenant compte de la réalité d'aujourd'hui pour répondre aux crises. La question qui se pose concerne les solutions aux défis toujours plus nombreux. Faut-il que l'Union européenne se renforce en allant sur le terrain de ce qui relève encore de la souveraineté des États ? Faut-il qu'elle se réorganise en profondeur pour pouvoir répondre plus vite à certaines crises ? La solution serait peut-être de retourner aux bases mêmes de la construction européenne et aux méthodes apprises de Robert Schuman, apporter aux États une vraie plus-value. Il faut offrir dans la durée une plus-value européenne plutôt que de vouloir remplacer tout de suite les politiques nationales. Cela semble être aujourd'hui la recette du moins du succès face à des États et leurs nationaux qui se plaignent d'une toujours plus grande ingérence européenne. L'Union peut apporter des outils tangibles et des réalisations concrètes aux autorités nationales afin de recréer une solidarité réelle avec des réflexes qui iront au-delà d'une simple coopération. Certains parlent même d'une troisième vie de l'Union européenne, un nouveau cycle, celui du parachèvement géopolitique. Sa première vie, celle des années 50, fut celle des paris fous des pères fondateurs. La seconde fut celle de la réalisation d'un espace sans frontières. L'actualisation de la méthode Schuman est plus que jamais nécessaire et doit prendre en compte que l'Union européenne n'est plus simplement une communauté économique, mais une union juridique politique. Elle s'est déjà montrée indispensable aux États lors des crises passées, mais elle doit prouver qu'aujourd'hui, elle peut faire face aux défis de demain. Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Union, avait anticipé dans ses mémoires que l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des réponses apportées à ces crises. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union européenne
européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, et vous autres qui comprendre et surtout, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24.